ce 10e épisode de la série D'une mère à l'autre, où nous avons rendez-vous ce mois-ci avec la tisseuse. Et pour l'occasion, j'ai l'honneur de recevoir Laurence Sala. Bonjour Laurence. Bonjour. Comment vas-tu ce matin? Super bien. On va tisser Bon. ensemble. Comment? On va tisser ensemble. On va tisser ensemble cette entrevue. Exact, exact. Alors, avant de commencer, comme toujours, je vais relire le poème et les enseignements de la mère de clan et je vais te demander de me dire comment ça résonne pour toi. Alors, Octobre, la tisseuse, la mère de la créativité, la muse, l'artiste, la créatrice, celle qui exprime les rêves, qui amène les visions dans la réalité, la gardienne de la force de vie, celle qui enseigne aux femmes à donner naissance à leurs rêves, la protectrice de l'instinct de survie, la mère de la créativité et de la destruction. Elle nous enseigne à nous servir de notre désir de créer et amener nos rêves dans des formes tangibles, à nous connecter à la force de vie en faisant appel à l'énergie de construire, de changer ou de manifester nos besoins, à exprimer nos visions et à leur donner vie à travers nos actions ainsi que nos dons artistiques, à créer du nouveau à partir de l'ancien et à détruire ce qui limite notre créativité. Elle nous enseigne à travailler avec la vérité. Son poème, tenu par les fils d'araignée de la vie, suspendu entre ciel et terre, à tisser la toile, à rêver le rêve, je voltigerai à travers les deux mondes. Inspiré par toi, mère, je crée la substance des rêves, autorisant l'artiste en moi à façonner ma vie avec ma propre estime. Je pétris la glaise des expériences pour en faire un bol de médecine sacrée qui recueille l'essence du vivant, dont le chant s'élève au tréfonds de mon âme. Mère, tes secrets de création m'ont appris quand détruire les chaînes qui m'attachaient et réprimaient l'expression de ma joie. Tu m'as enseigné à accoucher pour mettre au monde mes visions intérieures, en les libérant comme des flèches d'argent qui vont attiser le feu de la création. Je suis hyper touchée d'être là avec cette mère. Ça m'émeut parce que en t'écoutant, il y a plein d'images, il y a plein de liens qui se font parce que je m'étais pas vue comme une tisseuse, hein. Je te disais avant d'enregistrer, mais pourquoi la tisseuse? Et là, tu lis le poème et ça fait boum dans mon cœur et de différentes expériences de vie qui fait qu'aujourd'hui, je suis cette femme médecine. Mais pour moi, c'est ça, c'est la force de vie. Elle m'a appris à accoucher. Oui, j'aime les visions, mais c'est pour les mettre dans la matière. C'est pas juste rester perché. J'aime ce leadership de les accomplir et en même temps, cette toile d'araignée fait partie des premières visions que j'ai eues. Je nous voyais tout le temps les femmes en étant en qualité de présence avec nous, en étant à l'écoute en fait de notre âme. C'est comme si on arrivait dans le monde sous les étoiles et que chacun avait sa plateforme avec son individualité, mais que entre chaque femme, il y avait ce fil argenté et que ensemble on crée cette toile en fait de la sororité. C'est une vision qui est venue pendant de nombreuses années et qui est encore vivante aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est une des premières que j'ai pu avoir dans mon chemin de vie, tout simplement. Donc oui, ça me touche. Ouais. Wow. C'est drôle parce que tu as dit le mot sororité, puis moi, c'est vraiment ça que j'aime dans ce que tu crées. Parce que je me rappelle d'une fois, je ne sais plus quel, c'était le Cercle des 13 mères ou un programme que tu avais lancé. Et je t'ai dit, ben oui, mais il manque la connexion entre les femmes. Et c'est pour ça que je n'avais pas embarqué dans celui-là, parce que c'est ça que j'aimais de toi, en fait, c'est que tu nous connectais tout ensemble. Et ce programme-là, non, il n'y avait plus ça. Je sais que sur le coup, tu étais comme, ah, mais pourquoi elle me dit ça finalement? En fait, chère Anne, tu portes cette médecine de l'aigle. Et en fait, tu avais mis le doigt sur ce qu'il ne fallait pas que j'oublie comme ingrédient dans ma sauce, ma secrète sauce là. Mhm, mhm. Et que depuis, en fait,
c'est indispensable. Moi, les espaces où je tripe, c'est les espaces où il y a cette sororité. Alors, elle peut se Mmh. passer à deux en individuel, mais elle peut se passer en groupe aussi. Mmh. Et c'est là où c'est magique, en fait. Ça prend du temps, le temps de tisser des liens, justement. Mais on le voit au fur et à mesure des mois qu'on passe ensemble, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même connexion parce qu'on ouvre nos cœurs, en fait. On se sent prête, on se sent en sécurité pour pouvoir le faire. Oui, c'est pour ça que j'aime que tu offres un programme sur 1 an aussi. Moi, c'est mon rythme. Moi, j'ai besoin effectivement qu'on ait le temps de se connaître et tout ça. Puis je vois effectivement pourquoi c'est dans le cercle des 13 mères, pourquoi c'est nous 5 en fait. Il y a vraiment des liens. Puis c'est drôle parce que quand j'ai imaginé cette série, je relisais mon journal de... Ça, c'est toi qui m'as appris à relire ce qu'on écrit. Fait que je relisais mon journal de octobre 2023 et je me rappelle que après un cercle, je ne sais plus qu'on avait fait ensemble, il y avait une araignée, je ne sais pas si tu l'avais raconté, mais juste là, vraiment juste devant mon bureau. Enfin, j'étais dans l'autre pièce à l'époque, mon ancien bureau, mais hop, qui descend de son fil et qui s'arrête. C'est comme, ah bah oui, Laurence, c'est la tisseuse. J'en ai... Et c'est là où j'ai compris, j'ai dit, parce que je pense que c'était à un moment donné où j'avais comme peur de me lancer dans le vide, en fait. Et là, je me dis, mais en fait, l'araignée, elle se lance dans le vide parce qu'elle a une toile qui la tient. Et je me dis, ce que tu offres, c'est ça. Puis en fait, je me rends compte que plus je développe ma pratique, plus je suis soutenue par d'autres femmes, entrepreneurs, sorcières, etc. Et que c'est tout le temps, quand je les rencontre, quand on échange, il y a des idées qui arrivent, des contacts, enfin, ça, moi, je sais que c'est ça qui me soutient. Et dans la maternité, c'est essentiel aussi. Tu vois? Donc, c'est à la fois dans l'entrepreneuriat et la maternité, je trouve qu'on a besoin de ce réseau, de cette toile pour accoucher de nos rêves ou de nos enfants, selon. Non, et c'est justement quand on probablement, c'est parce que j'ai été confrontée au vide, à Mhm, l'absence, en fait, de ces toiles d'araignée, que ça soit dans la maternité et dans l'entrepreneuriat, la sororité business. Il y a encore, du cheminement, en fait, ouais. et en fait, je pense que c'est cette confrontation-là qui fait qu'aujourd'hui, je suis devenue cette tisseuse, ouais. Mm, 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 mm. Mm. Alors, attends, dans le poème, moi, il y avait d'autres choses qui m'ont. C'est ça, c'est que pour moi, tu es la tisseuse parce que toi, tu m'as vraiment appris, comme tu l'as dit, à vraiment mettre mon rêve dans la matière. Parce que je me rappelle au début, ton projet, c'était réveiller les sorcières. Tu voulais qu'on se rende compte qu'on est des sorcières. Puis après, tu étais comme non, 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 non. Il faut que je les aide à accoucher de leur magie, de leur projet. Il faut que j'aille plus loin. Mais tu sais, c'est tout un travail identitaire de à la fois, OK, de dire: «Bah, j'accouche de mes enfants, donc je deviens une nouvelle personne, en fait. Il y a un nouveau rôle qui m'est attribué». Puis finalement, tu découvres la femme qui est à l'intérieur de toi parce que finalement, mon chemin a fait que j'étais une enfant avant d'accoucher. Mhm. Puis en fait, bah, ah oui, l'hypersensibilité n'est pas une tare. Ah oui, en fait, je suis une sorcière. OK, tu vois? Enfin, tu vois, il y a eu un cheminement de personnel à travers ça, où aujourd'hui, mais aujourd'hui, je peux pas juste réveiller les sorcières. Pour moi, c'est comme si c'était bancal de travailler que la fertilité, parce que j'ai œuvré pendant 10 ans là-dedans, mais c'est hyper bancal parce qu'en fait, c'est tout le chemin de la Mhm. fertilité à la sorcière jusqu'à la business witch qui fait du sens. Parce que pour moi, on a tous une part de magie à l'intérieur de nous et qu'on co-crée ensemble un monde meilleur. On peut être fataliste et oui, l'apocalypse et machin, mais en fait, moi, juste, il y a un moment donné, je m'axe sur ce que je peux faire, les ondes que je peux envoyer en fait dans ce monde. Et oui, les sorcières, on a toute une part de magie à offrir à ce monde-là et qu'on puisse simplement se retrouver, se ressourcer et célébrer notre putain de magie. Parce que ça, hein, la fausse humilité, c'est non merci. Puis quelque chose qui est commun, je trouve, aux sorcières et aux mamans, c'est tu nous enseignes à lâcher la comparaison, en fait. On peut s'inspirer, on peut regarder ce que font les autres, mais il faut qu'on développe ce qui est unique à nous. Puis c'est exactement ça, la tisseuse. On est toutes créatrices en soi de quelque chose. Euh, et ça, je trouve que dans la maternité aussi, c'est extrêmement important parce qu'il y a énormément de mamans qui souffrent de la comparaison aux autres. Bah, en fait, encore une fois, tu vois, j'ai énormément souffert de la comparaison, que ça Mhm, soit au sein de mon entourage familial, que ça soit à l'école, que ça mhm, soit à la maternité, et ton enfant, il a parlé à quel âge et il a marché à quel âge? Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche en fait de ces mhm. comment vas-tu?
comment tu te sens dans ton rôle de femme, dans ta relation avec ton enfant. On n'est pas du tout sur les bonnes questions. Enfin, donc c'est un apprentissage. Et finalement, c'est pareil dans notre hypersensibilité. On n'a pas tous les mêmes ressentis. Il y en a qui voient des couleurs. Moi, je suis comme: «Waouh, des couleurs, moi, je vois pas de couleurs». Donc et en même temps, je me souviens, tu vois, tu as interviewé Annick Baillargeon. Ouais. Annick, elle a un écran de cinéma et quand j'allais, chez elle à Montréal, donc des massages, je me disais: «Mais comment tu fais? Mais comment ça se passe, en fait, un écran de cinéma?» Moi aussi, je veux un écran de cinéma, je veux voir, je veux entendre. Et en fait, de l'avoir demandé, ça a commencé à ouvrir ce voile des Mmh. visions et d'accepter que finalement, ben oui, ça faisait partie de la façon dont moi je ressens. On n'a pas tous ces mêmes ressentis et heureusement parce qu'on est tous uniques. Sinon, ça serait triste en fait ce Mmh. monde-là. Donc je trouve que c'est chouette et justement, les femmes, ces sorcières, ces magiciens qui prennent soin d'eux en allant voir l'autre, Mmh. extraordinaire, parce que l'autre a la médecine de l'aigle. Mais merci en fait de m'apporter ta médecine à ce moment-là, tu vois, de dire: «Ah oui, je suis une tisseuse, OK, OK, comment je tisse encore plus dans la magie que j'offre en fait?» Mmh. Donc, pour moi, cette comparaison, elle n'a ni queue ni tête, elle est humaine, mais Mmh. elle n'a pas de sens en fait. Mmh. Mmh. Ouais, tout à fait, tout à fait. Hem, L'autre chose aussi qui est montée, puis je l'avais pas vu venir, mais c'est aussi parce que tu en as parlé avant l'enregistrement, quand elle dit: «Je voltigerai à travers les 2 mondes». Alors, toi, tu fais partie de cultures en fait, j'ai envie de dire, ce qu'on a en commun, c'est qu'on est toutes les 2 françaises, mais tu as vécu au Québec, donc on était 2 Françaises au Québec pendant longtemps. Là, tu es rentrée en France et moi, je me rends compte que, ça en fait, ça teinte énormément, la façon dont j'envisage la maternité, les femmes que j'accompagne aussi, parce que je me rends compte que les Québécoises et les Françaises, on n'a pas forcément les mêmes tabous, les mêmes difficultés parce qu'on n'a pas grandi dans le même environnement. Et je pense qu'être une maman française en France, être une maman française au Québec, être une maman québécoise au Québec, puis une maman québécoise en France, je pense que tout ça, déjà, ça change la façon dont on va être mère. Donc, toi qui a en plus qui est retourné en France, comment tu vis en fait cette double culture? Parce qu'en plus, toi, tu es vraiment moitié-moitié. Là. Toi, J'ai t'as une J'allais te mère dire, en québécoise, fait, je moi, pense. je suis dans les 4 archétypes que tu as nommés parce que je me suis jamais sentie que française. Mhm, J'ai un bel accent français, donc je ne suis pas que québécoise. En fait, je mhm, suis née avec 2 passeports. J'ai une maman québécoise, j'ai un papa français qui ont eu ce mariage de double culture et qui nous ont élevés en France, mhm, avec des allers-retours tous les étés au Québec. Donc, en fait, moi, je prenais l'accent québécois de fin juin à fin août et je revenais comme un caméléon le 1er septembre à l'école avec un accent français, mais habillée de la tête aux pieds de Montréal. Donc, en fait, cette double culture, elle est tellement imprégnée dans mes cellules, mais c'est vrai que déménager au Québec, c'est pas la même game que d'y aller tous les étés. Parce mhm, que j'ai vécu donc 27 ans en France, je suis née à Paris. Donc, je suis une Parisienne. Enfin, donc là, oups, hein, dans l'image qu'on peut avoir. Mais en même temps, j'aime cette identité de Parisienne parce que elle m'a permis de reconnecter à ma féminité et la beauté, le sens de la beauté, des créations, de l'art, en fait. Vraiment, et ça fait partie de moi. Donc, quand j'ai déménagé au Québec à 27 ans, je me suis retrouvée en entretien d'embauche où j'ai quand même quelqu'un qui m'a dit: «Vous devriez penser à changer votre accent si vous voulez vous fondre dans la masse québécoise». Et ça m'avait tellement touchée en me disant: «Waouh, c'est ça le racisme en fait». Peu importe de quel côté de l'océan, hein, parce qu'il y a des pour et des contre de chaque côté de l'océan. mhm, Donc, quand je suis devenue maman au Québec, c'est particulier parce que ma grand-mère était là, mes tantes, sont encore là, mes cousines sont là, mes oncles. En fait, j'ai toute ma lignée, maternelle qui est encore au Québec, pour ceux qui restent en tout cas. Et donc d'avoir cette toile d'araignée justement dans la maternité, oui, je suis allée chercher ce côté maternel pour mhm, devenir maman. Et en fait, je remercie tellement ces 9 années que j'ai passées au Québec parce que j'ai appris à tisser ma propre maternité.
tu vois, avant de devenir maman, je pensais jamais accoucher sans péridurale. Je pensais Mhm. jamais allaiter, puis j'allais retourner au travail très très vite. Parce qu'en fait, c'est les codes de la maternité française telle qu'on la connaît dans la masse, on va dire. Oui, c'est ça que j'allais dire. Moi, je suis arrivée avec les mêmes préconceptions et ici, ça a tout pété, en fait. Et j'ai pas du tout eu les mêmes accouchements et maternités que ma mère et ma sœur qui, elles, ont vécu ça en France. Exact. Ouais. Et en fait, là, en plus, je commençais les études en naturo, donc tu sais, j'avais tout ce prisme, mais du coup, je été tombée dans autre chose, c'était la performance de, OK, il Mhm. faut que j'accouche à la maison, ce qui n'est pas forcément mieux non plus. Mhm. Et d'ailleurs, j'ai accouché à l'hôpital pour ma première, ça a été vecteur de sagesse énormément, et ma deuxième, j'ai accouché à la maison. Donc, mais c'est une reprise de pouvoir de dire, ah oui, attends, déjà, je peux choisir. Je peux définir où est-ce que j'ai envie d'accoucher. En fait, l'allaitement, c'est pas antinomique avec la féminité. Ça, c'était mes Mhm. prises avant d'être mère. Et donc, oui, je me suis confrontée à le regard français. Mais Laurence, il faut retourner au travail. Mais Laurence, tu mets déjà ton enfant à la garderie, elle avait 6 mois. Donc, en fait, j'ai fait l'entre-deux en disant, bah, entre le 1 an de congé mat et le 2 mois et demi, on va faire 6 mois. Et puis, ça, je vais être bien, en fait. Et en fait, ça m'a appris à trouver mon propre entre-deux dans la Mhm. maternité. Et quand je suis revenue donc en France en 2022, euh, bah, en fait, c'est sûr que je suis empreinte de cette sagesse que j'ai eue de la maternité québécoise, ou en tout cas, du moins, c'est là-bas où j'ai appris, tu vois, ce sens de la bienveillance, ce sens de faire autrement, ce sens de se questionner, d'être en qualité de présence. Non, Mhm. j'arrache pas la suce de mon enfant et son toutou en petite section à 3 ans. Enfin, tu vois, ça a été très confrontant sur ce système très patriarcal. Ça ne veut Mhm. pas dire que il est. Je veux vraiment pas noircir un côté de l'océan ou l'autre parce que vraiment, il y a des bénéfices de chaque côté. Mais Mhm. en tout cas, une chose est sûre, je suis hyper heureuse d'avoir accouché au Québec, me sentie en sécurité dans tous les processus, les 2 accouchements, les allaitements longs que j'ai pu avoir et de revenir ici en disant, bah voilà mon entre-deux, et moi je Mhm. m'assume avec cet entre-deux-là en fait. Mhm. Mais c'est certain que la société, les codes sociétaux dans lesquels on évolue ont une influence sur notre identité et comment on veut faire les choses. Ouais, tout à fait. Est-ce que tes filles, elles ont eu des difficultés d'adaptation en revenant? Parce qu'elles ont grandi au Québec, en fait. Alors, mes deux sont nés au Québec, une à Oui. Montréal, une en campagne, québécoise en Estrie. Et en fait, la plus jeune, on avait peur que ça soit plus difficile pour elle. Et finalement, c'est elle pour qui ça a été le plus facile, ce Mhm. changement-là, parce qu'elle n'a connu qu'un seul système scolaire. Elle est rentrée à 2 ans, presque 3 ans en fait en France. Elle est rentrée dans le système et n'a jamais changé de système. Donc Mhm. finalement, ça a été plus facile pour elle que la grande. Elle est encore en fait dans cette adaptation de 2 systèmes scolaires, d'accepter que bah il y a des pour et des contre dans chaque système scolaire, une adaptation. Euh, mais voilà, ça fait donc 2 ans et demi qu'on est rentré. Aujourd'hui, je sais, on l'a nommé en plus hier soir, on est bien. On est Mhm. bien en fait dans ce nouveau lieu de vie, dans la région où on est. Finalement, la grande qui disait tout le temps, de toute façon, moi je repars à Montréal dès que j'ai 18 ans, je ferai mes études là-bas. Donc là, je suis comme la mini Laurence qui disait ça à ses parents, pourquoi vous avez choisi la France à chaque été? Et finalement, hier soir, pour me dire, tu sais, maman, finalement, je ne sais pas si je vais aller vivre au Québec plus tard. Et en fait, j'ai adoré parce que je me suis dit, mais c'est la meilleure chose qu'elle se sente libre de dire, Mhm. bah, je verrai, en fait. Comme moi, je pense qu'un jour, je reviendrai. Tu vois, Ouais. tu vois, c'est... Voilà, je sais que bah, je l'ai même nommé. Le jour où je retourne dans les étoiles, je veux être enterrée au Québec. C'est un choix que je fais. Donc oui, je reviendrai. Est-ce que je reviendrai de mon vivant? Je ne sais pas. Mais en Mhm. fait, il y a cette liberté de choisir et de se sentir surtout bien avec qui tu es et qui tu deviens. Pas Mhm. juste parce que tu es dans une société X ou Y ou que tu as eu un passeport X ou Y. Oui, il y a des adaptations, il y a des patries qui sont extraordinaires et il y a des pour et des contre, en fait, tout simplement. On est loin du noir ou blanc. En t'entendant parler, là, je revois défiler mon enfance parce que moi, j'ai grandi en France, en fait, jusqu'à l'âge de 14 ans. Et à 14 ans, mes parents, ils m'ont annoncé qu'on partait en Italie.
Sauf qu'il faut savoir, c'est qu'on déménageait tous les 2 ans depuis que j'étais petite. Et là, ça faisait 5 ans qu'on était au même endroit. Et là, je vois la scène. Hein, je sais exactement en France où ça s'est passé. C'est quand je retourne chez mes parents, quand je passe là, comme c'est là que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Parce que tu sais, j'étais enfin bien, j'avais enfin des amis. Et là, de nouveau. Et, euh, et puis, bon, on est resté 4 ou 5. Moi jusqu'à 4 ans, parce qu'il fallait que je revienne. Je voulais faire l'université en France. Je ne voulais pas rentrer dans le système italien. Euh, et après, j'ai vécu 1 an au Venezuela, puis je suis venue ici. Donc, ce ballottage entre différentes cultures, je me suis jamais sentie italienne, contrairement à ma sœur, qui, elle, tu vois, elle y est arrivée plus jeune en Italie, puis elle y est retournée, puis elle s'est mariée, puis maintenant, elle vit là-bas, tu vois. Donc, elle a vraiment ces deux cultures. Moi, j'avoue que c'est vraiment plus ici, au Québec et en France. Et, euh, et alors, pendant longtemps, je trouvais ça difficile, en fait, ici, d'être identifiée comme la française, et en France, d'être identifiée comme une québécoise, parce que tout le monde me disait, ah, mais t'as un accent. Mm. Mais oui, tu sais, et ici, il y avait un truc ça va mieux, mais longtemps, quand les gens me demandaient, ah, tu viens d'où en France? Je me dis, mais pourquoi tout de suite tu me mets dans une étiquette, tu sais? Fait que j'aime bien dire maintenant, ah, ben, ça fait plus de 18 ans que je suis ici, tu sais, ou mon mari est québécois, ou, tu sais, j'ai longtemps eu ce besoin de prouver, mais j'appartiens ici aussi, c'est aussi ma terre. Puis mes amis français, pendant longtemps, ils me disaient, parce que je dis chez nous quand je parle d'ici, en fait, du Québec, tu sais. Ils disent, ah, ça faisait peut-être 5 ans que j'étais là. Ah, c'est chez vous. Je dis, bah oui, maintenant, c'est ici, chez moi, tu sais. Euh, mais parce que c'est pas évident, et pourtant, on est de plus en plus nombreux et nombreuses à pas être dans une case, en fait, à être dans plusieurs cases, tu vois. Et c'est drôle parce que ça fait 2 ans 2 ou 3 ans que je suis avec les aînés autochtones Dominique Rankin et Marie-Jo Tardy. Et à chaque fois que je vais faire une retraite avec eux, tu sais, ils nous pigent des cartes d'animaux. Moi, c'est toujours la chauve-souris. Je me dis, OK, j'ai pas fini d'en apprendre. Et la chauve-souris, son histoire, c'est ça, c'est elle cherche sa place dans le royaume animal parce qu'en fait, elle appartient à plusieurs catégories. Et c'est dur à affirmer ça parce qu'on veut mettre les gens dans une. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que je me reconnais en toi et que j'aime ce que tu offres parce que je m'y reconnais. Il y a une partie de moi. Puis, dans notre cercle, d'ailleurs, des 13 mères, on est françaises et québécoises. Il y a vraiment un mélange. Dans plein de mes espaces, c'est moitié-moitié, c'est assez Ouais. impressionnant. Mais en fait, je te dirais que cette chauve-souris, bah, elle navigue entre la lumière et l'ombre, en fait. Donc, Mhm. elle navigue sa recherche identitaire. Je me retrouve dans tes mots parce qu'à chaque fois, bah, moi, j'étais la française aussi quand j'habitais au Québec. Mais ma mère disait pareil, hein, ma mère qui était née à Thetford Mines, hein, donc vraiment québécoise pure laine. Elle revenait au Québec l'été, c'était la française, et puis en France, c'était Mhm. la québécoise. Donc, même avec un accent québécois, moi je l'ai jamais reconnu son accent québécois parce que je l'entendais tout le temps à la maison. Mais donc en fait, pour moi, c'est tellement attrait à l'être humain de vouloir nous rentrer dans des cases, alors qu'en fait, il n'y a pas de cases. Il n'y a pas de case, il n'y a que ta propre case à toi que tu dois tisser. Mhm. Donc, tu apprends à tisser au fur et à mesure de ta vie. Ok, bah ça, je le prends. Je me sens chez moi. Quand je dis chez moi, c'est le Québec, c'est la France. Maintenant, c'est l'Hérault. En fait, juste chez moi, c'est mon corps, quoi. C'est ma seule Mhm. maison, finalement. En fait, j'ai plus besoin de... Tu vois, quand je suis rentrée en France, j'avais besoin de dire, non, mais moi, je suis québécoise. Non, mais moi, je suis québécoise, tu vois. Et en fait, non, non, c'est pas vrai. Je ne suis pas que québécoise, je suis aussi française. Et ça m'a fait du bien de revenir aussi, tu vois, à cette culture française. Euh, voilà, on enfile nos escarpins et on y va, quoi, sur le tapis rouge. Mais qu'est-ce que ça m'a fait du bien, en fait, de revenir à ça. Mhm. Des sorcières qui osent, qui sont dans leur leadership aussi, alors que bah, j'ai beaucoup complexé de la sorcière blanche, finalement, puisque je ne suis Mhm. pas autochtone. Au Québec, on a quand même ce poids qui est très très lourd sur nos épaules en dette envers les autochtones. Donc c'est pareil, tu vois, encore une fois, c'est des histoires de cases et Mhm. finalement, c'est qu'est-ce que tu as envie de tisser, toi, Mhm. en fait. Et on a le droit de passer par une case au Venezuela, en Italie. Moi, j'ai fait la France et le Québec, tu vois. J'ai fait beaucoup de tourisme, mais pas pour vivre France-Québec. Et en fait, c'est OK, bah, je vais prendre ce fil-là
au Québec parce que sur le fil de la maternité et de l'empuissancement par l'accouchement, oui, ça, je le prends. Le sens de la beauté du tapis rouge français, oh oui, je le prends. Et en fait, tu tisses, tu choisis tes Mhm. fils, tout simplement, et tu crées ta propre identité à toi. Ouais, ouais. C'est beau, ça me parle. Alors, tu disais que la maternité, donc, tu l'as vécue au Québec et que ça, quand même, ça t'a transformé. Est-ce que, donc, tu pourrais nous en parler? Est-ce que c'était un défi, un désir? Vas-y. C'est le challenge d'une vie. Alors, en fait, médicalement parlant, je suis condamnée à ne pas avoir d'enfant. En fait, je suis condamnée à faire des fausses couches à répétition. Ce que j'ai vécu, j'ai été enceinte 13 fois au total. Et, euh, et j'ai 2 filles. Et j'ai réussi à avoir 2 filles. Et je remercie ce gynécologue qui m'a dit, vous ne serez jamais maman, mais j'ai pas de solution pour vous. Ok. Alors moi, avec toute ma colère et ma force de bélier, pour le coup, j'ai dit non, c'est pas vrai. Donc j'étais déjà en naturopathie. J'ai été tapée à la porte des grands naturopathes de l'époque. Et puis à chaque fois, on me disait, oui, oui, prends un complexe maternité, tu vas voir, ça va marcher. Non, la fertilité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et grâce à ces fausses couches et cette mutation génétique que je suis, enfin que j'ai, je suis, c'est intéressant, je ne Ouais. suis pas cette mutation génétique. Je me reprends, je ne suis pas cette mutation génétique. J'ai contourné, j'ai exprimé mon épigénétique et j'ai réussi à devenir mère à 2 reprises. Donc pour moi, ça a été vraiment il y a à la fois eu ce sentiment de revanche, de dire, mais en fait, c'est pas parce qu'on te dit que tu es condamné que tu peux pas y arriver. Et j'ai décidé de mettre la naturopathie spécialisée sous cet angle-là de la fertilité parce qu'il n'y avait personne et que c'est un vrai sujet. Un couple sur 2 en France aujourd'hui en 2024 consulte en fertilité. Au Canada, c'est un couple sur 5. Donc c'est une vraie réalité humanitaire pour laquelle en fait j'ai eu beaucoup de colère, beaucoup de niaque en fait de dire mais si moi j'ai été capable, toutes les femmes et tous les hommes qui désirent en fait des enfants peuvent le faire. Donc ça m'a animée énormément. Mais ça, en fait, il y a, tu sais, entre le désir de devenir maman, les larmes qui coulent des fausses couches, et puis évidemment, c'est forcément la faute de la femme. Tu vois, ça, c'est un truc, moi, ça venait me chercher, alors que c'est 50% des cas, c'est l'homme, hein, la Mhm. problématique. Dans notre cas, on ne saura jamais. On sait en tout cas que j'ai une mutation génétique. Et en fait, ce qui a été le plus dur finalement, c'est que quand j'ai fait un baby shower en fait pour ma première, alors que la deuxième, j'ai fait un blessing wave. On voit l'évolution Mhm. de J'ai fait féminine. pareil. J'ai Et pas en fait le fait, baby shower parce que la française en moi était comme, ben non, c'est pas dans mes habitudes culturelles. Après, je l'ai moi, regretté parce que j'ai compris ce que c'était. Mais le blessing way, oui, pour la deuxième. non, moi j'ai eu beaucoup de chance. Mes amis, en fait, mes amis d'enfance du Canada m'ont fait ce baby shower à la canadienne et ça a été vraiment un plaisir de le vivre au moment où j'y étais. Et je me souviens, en fait, donc j'accouche, accouchement très difficile, très compliqué. Et 3 mois après, ma sœur vient me voir au Québec. J'ai donc Anna dans mes bras. Et elle me dit, oh là là, mais tu te rends compte, tu es devenue maman. Et là, je ne sais pas de quel monde je me réveille. Ah oui, en fait, cette gamine que je tiens dans les bras va m'appeler maman. Enfin, tu vois, c'était complètement lunaire. Et du coup, ça m'a confrontée évidemment à l'absence de ma propre mère. Ma mère est décédée en 2008 d'un cancer du sein métastasé au foie. Donc j'avais 21 ans. Et donc là, il y a eu tout un questionnement identitaire. Mais en fait, ma mère était ma mère. Moi, mais je ne veux pas faire forcément la même chose. Je vais en prendre, mais je vais en laisser. Donc ça a été le début d'un cheminement extrêmement profond, douloureux aussi, de la réconciliation avec mon corps qui s'était complètement transformé, réconciliation avec le cœur, en fait, et puis de fil en aiguille, de rencontrer d'autres femmes, d'autres tisseuses, et pour pouvoir, en fait, être bien, en fait, dans ma maternité. Et quand alors, j'ai perdu un fils à 5 mois de grossesse, donc ça, c'est un traumatisme qui est vivant, évidemment, mais j'ai eu Gabriel après. On a eu Gabriel après. Et en fait, je pensais pas avoir d'autres enfants. Après Raphaël, après notre fils, j'ai dit, moi, c'est terminé. C'est bon, mon corps, il a assez donné. Je ne suis pas obligée de rentrer dans la case maman avec 2 enfants. Enfin, tu vois, là, c'était mon côté rebelle qui ressortait. Mais mon conjoint en voulait un autre. Et moi, je disais, non, 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 c'est terminé, c'est terminé. Donc, on avait un conflit là-dessus. Et en fait, je fais un soin riboso.
Et le soin riboso, pour moi, fait énormément partie de ma vie dans les grandes transitions. C'est une écharpe mexicaine, c'est les câlins de nos grands-mères et je vis un soin pour fermer un certain chapitre de ma vie et forcément en ouvrir un nouveau. Sauf que je ne m'étais pas questionnée sur le nouveau, je voulais fermer l'ancien. Moi, c'était le point final, on passe à autre chose. Et en fait, au moment de l'ouverture, dans ce soin riboso, ma fille Gabrielle arrive dans mes mains et tu vois, j'ai l'émotion qui revient. J'ai ma fille qui arrive dans mes deux mains et je berce mon enfant au-dessus de mon chakra sacré, au-dessus de ma matrice, et en disant, je vais en avoir un autre. Je suis ressortie de ce soin riboso, j'ai dit, ok, en fait, elle arrive, ou parce que j'avais vu une fille. J'ai pris mes suppléments, j'ai fait mon truc naturo, scientifique pour les 3 mois pour être sûre de ne pas revivre une fausse couche, en fait. Et 3 mois après, Gabrielle était dans mon ventre. Donc, Waouh. c'est un cheminement. Et puis, bon, bah, ça a été la reprise de pouvoir aussi avec l'accouchement, tu vois. Accouchement à l'hôpital pour ma première, préclampsie postpartum, péridurale, ocytocine. J'ai tout eu sauf la césarienne, en fait. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'ai frôlé la césarienne. J'étais dans les vapes à dire à l'infirmière, mais vous êtes trop belle, tellement la péridurale m'avait emmenée ailleurs, en fait. Je suis Mhm. sortie de mon corps, en fait, tout simplement. Mon âme est sortie de mon corps. Et j'ai eu peur, et entre-temps, il y a eu Raphaël, donc j'avais peur de dire, OK, j'accouche de nouveau à la maison, est-ce que je vais être capable, en fait? Tu vois, il y a cette notion de performance, de réussite qui est là, alors qu'en fait, on peut très bien réussir un accouchement à l'hôpital, mais ça faisait partie de moi, tout simplement. Mhm. Et mes sages-femmes ont été extraordinaires pour m'accompagner justement dans cette guérison-là et justement d'aller me référer à plusieurs thérapeutes pour guérir cette histoire de tension artérielle. Parce qu'en fait, j'ai été taguée préclampsie, mais ma tension artérielle est montée et il y a quand même une zone grise où est-ce parce que j'avais pas les autres symptômes en fait Mhm. d'une préclampsie. Et en fait, ma tension est montée à cet accouchement parce qu'on n'avait pas dit à nos proches qu'on voulait accoucher à la maison parce qu'on ne voulait pas subir le regard des autres, le jugement. Sauf que ma fille a attendu d'avoir les 4 grands-parents à Montréal pour que j'accouche. Donc en fait, j'avais très très peur que ça cogne à la porte avec la baguette et dire bon matin. Et là, je là, ah non, mais donc en fait, le stress qu'il soit présent était trop prenant pour moi. Donc la tension artérielle est montée, la pression est Mhm. montée. Deuxième, j'ai dit, je veux personne. Vous viendrez un mois plus tard, je vais vivre mon truc. Et puis, le chemin, en fait, a fait de dire, en fait, on réessaye. On réessaye parce que c'est un choix de couple quand même. Certes, c'est la femme qui accouche, mais il faut, pour moi, en tout cas, c'est un travail d'équipe aussi. Mhm. Un souvenir incroyable d'accoucher dans les bras de mon mari, dans cette puissance de femme, en fait, à la maison, avec la piscine où j'ai jamais pu me rendre, et c'est ma grande qui finalement s'est éclatée dans la piscine au petit matin. Et parce que j'ai pas eu le temps, l'accouchement a été très rapide. Donc David me dit dans l'oreille, ça y est, le bain est chaud, tu peux y aller, tu peux te lever. Je me lève, je passe le cadre de porte et je dis non, 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 en fait, je passe pas du tout, je prends pas l'escalier. Et j'ai accouché dans ses bras et c'est un souvenir extraordinaire de notre reprise de pouvoir à tous les deux dans cet accouchement. Et après, je me souviens, on était allé faire une course et je me souviens dans la voiture, je dis mais là, je peux conquérir le monde, en fait. J'ai un pouvoir mais incroyable. J'ai fait, tu vois, je suis allée, c'est bête, hein, j'ai été m'entraîner en jogging, là, il y a 2 jours. Et à un moment donné, je touche un plateau et je dis, non, mais Laurence, en fait, tu as accouché à la maison, tu peux continuer de courir. Et en fait, ça me drive aujourd'hui dans mon leadership, dans la sorcière que je suis, parce que en fait, cette maternité, certes, elle a été difficile. Certes, c'est le challenge d'une vie, mais ça a été aussi le revanche d'une vie. Ça a été la joie ultime de devenir maman, de reprendre mon pouvoir et de fil en aiguille, de découvrir qui je suis grâce à la maternité. Tu vois, ce syndrome de sorcière, de oui, c'est la vieille du village, c'est la femme qui n'a pas d'enfant avec multiples chats. Moi, je suis pas d'accord. Les sorcières, elles sont partout, dans toutes les cases. Elles peuvent être maman, elles peuvent ne pas être maman. En fait, elles font ce qu'elles veulent. Voilà, Mhm. tout simplement. Mais le stéréotype a été inventé par le patriarcat justement pour les... Parce que c'était des femmes libres. Et oui, il y en avait qui étaient mères, il y en avait qui ne l'étaient pas. Mais on les a un peu comme j'avais lu un livre intéressant, le loup, en fait, c'est un animal très positif, mais dans les contes, c'est devenu le méchant.
Mais c'est une espèce de diabolisation qui n'a rien à voir avec la réalité d'origine, en fait. Je me retrouve vraiment dans tes histoires. C'est drôle. Moi, j'ai eu la chance d'accoucher les 2 fois en maison de naissance, mais des accouchements très différents. Enfin, très différents. Aussi rapide l'un que l'autre, pratiquement, mais dans le deuxième, j'étais pleinement, effectivement, moi aussi en contrôle. Même mon mari, qui pour moi était ma bouée de sauvetage, je lui dis dégage, j'ai trop chaud, je veux faire ça toute seule. Vous voulez Mhm. m'aider? J'étais comme non. Et moi aussi, je me suis sentie d'une puissance. Puis pour moi, c'était la revanche sur les médecins, sur toutes ces peurs qui nous ont inculquées. Parce que moi, il n'y avait rien qui me terrifiait plus que d'être enceinte et d'accoucher. Et puis finalement, dans la maternité, c'est la partie que j'ai trouvée la plus facile pour moi. Tu vois? C'était être enceinte pour moi, c'était agréable, j'avais pas de nausées, pas de douleur, je rayonnais, je me trouvais belle, la libido dans le plafond. Les accouchements, moi, ça a été rapide et facile, tu sais. Euh, oui, j'ai eu mal, et en même temps, c'est ça, c'est oui, j'ai eu mal, mais j'ai pas eu de péridurale, pas de rien, même pas de point d'acupression, ils ont rien eu le temps de me faire. J'ai fait ça toute seule. Je me suis dit, waouh, c'est moi qui ai fait ça. Fait que ça, oui, je m'identifie vraiment là-dedans. J'aime beaucoup aussi au début, quand tu parlais du soin Rebozo, que t'as eu besoin de fermer un chapitre pour en ouvrir un autre. Là, moi, je vois un lien avec la tisseuse parce que c'est elle qui nous enseigne à nous défaire des chaînes, puis avec toute ton histoire, les trucs qui nous enchaînent, pour créer du nouveau. Et il faut détruire pour créer du nouveau. C'est Ouais, c'est que quand on touche ce paradigme de la destruction, on voit pas, on comprend pas en fait pourquoi ça nous arrive à nous, pourquoi toutes les autres sont enceintes au terme de l'accouchement de mon fils, pourquoi une cousine a appelé son fils Raphaël exactement à la date où je devais accoucher. Tout ça, tu te dis, mais attends, tu sais, donc quand tu touches ces espaces, ces noirceurs en fait, ces nuits noires de l'âme en fait, c'est extrêmement compliqué. C'est facile aujourd'hui de dire en 2024, oui, voilà mon histoire. Mais il faut se rappeler qu'au moment où on y était, il y avait alors il y a toujours eu ce désir profond de comprendre mon corps, comprendre pourquoi émotionnellement, énergétiquement, spirituellement, ça m'a drivé en fait. Donc cette partie-là, et c'est important de le nommer parce que s'il y a des femmes qui nous entendent et qui sont en ce moment dans cette noirceur-là, j'ai juste envie de vous dire, la lumière, elle est au bout du tunnel, vous allez y arriver en fait, mais un pas à la fois. C'est comme on voudrait déjà être dans cet état, cette euphorie, mais en fait, c'est un pas à la fois qu'on tisse justement son propre tunnel pour aller lâcher en fait ces bagages-là. Et je sais aujourd'hui qu'il fallait que que je devienne maman en fait au Québec. J'avais besoin de prendre soin de ma lignée maternelle pendant 9 ans. Ça a été ma job pendant 9 ans. Je suis revenue, maintenant j'attaque la lignée paternelle. Parce que c'est jamais terminé finalement. Mais parce qu'en fait, quand on se dégage du poids de transgénérationnel, on tisse encore plus serré, tricoté serré, comme on dit au Québec, sa propre identité. Donc, c'est un cheminement que j'adore de dire, OK, je trace ma route, comment j'allège encore plus. Donc, mais c'est certain que si j'avais pas vécu cette maternité difficile, je pense que je serais encore dans un job 9 à 5. C'est ça, avec une retraite assurée. Et voilà. Alors, avant qu'on parle justement de la Laurence professionnelle, ce serait quoi pour toi le plus grand tabou de la maternité? Puis je pense que c'est lié à ton histoire. Eh ben, pour moi, ça a été l'épisiotomie. J'en parle pas souvent dans les podcasts parce que c'est très intime finalement. Mais je me sens prête, tu vois. Je tremble de l'intérieur. C'est fou, hein, comme quoi, tu sais, c'est comme si, bah non, enfin, tu vois, il y avait une culpabilité à avoir vécu ça. Parce que la médecin, au moment où j'ai accouché de ma grande, arrêtait pas de me dire droit dans les yeux, mais votre périnée, il est trop petit, ça passera jamais, en fait. Donc, tu es là, tu es figé, tu es connecté de partout, tu as déjà eu la péridurale, enfin, on t'a déjà volé ton accouchement, en fait. Et en même temps, ben, dans un sens, j'ai évité la césarienne. Donc, c'est parce que c'est important de le nommer. Je crois beaucoup à un travail holistique. Il y a des erreurs. C'est sûr, l'homme et la femme font des erreurs. Mais je crois beaucoup à ce travail, en fait, où chacun fait sa job. Par contre, ce manque d'humanité au moment où on y est arrivé, ça a été extrêmement destructeur dans mon intimité pendant 18 mois derrière. De dire, attends, on m'a coupé.
j'avais pas vraiment le choix parce qu'en fait, tu vois, elle était tellement paniquée, bah, tu fais confiance finalement. Et bah, derrière ça, c'était un travail de reconstruction avec son périnée, avec son intimité, les douleurs dans les rapports sexuels, de dire: «Attends, comment je peux délier en fait les adhérences?» Alors évidemment, j'ai fait les suivis qu'il fallait, mais ça a été un énorme tabou et c'est comme si on m'en avait jamais parlé. C'est comme si ça n'existait pas. Je me souviens, la veille de l'accouchement, il y a une voisine qui me dit: «Au fait, tu prendras, pas les petites serviettes sanitaires après l'accouchement, hein, tu prends les couches d'incontinence». Mais moi, personne m'avait dit ça. Je l'avais regardé, j'ai dit: «Mais de quoi tu me parles?» Tu sais? J'allais accoucher, j'étais à 41 semaines, en fait. «Ah oui, on saigne, en fait, après l'accouchement». Tu vois? Ça avait jamais été expliqué finalement. Mais là, donc il fallait donc ces fameuses couches d'incontinence et en plus de ça, ouh là, c'est mon périnée. Déjà, je découvre que j'ai un périnée et en plus Mhm, de ça, il faut que je le guérisse. C'est pour moi, ça a été le plus gros tabou finalement de mes accouchements et donc forcément dans mon deuxième accouchement, j'avais très peur parce qu'à Raphaël, ils me font donc, enfin, j'ai pas pu accoucher de mon fils parce que, trop petit. Donc du coup, ça a été une aspiration comme dans le cas d'une fausse couche ou d'un avortement. mhm, Et je me souviens de me réveiller parce que je voulais rien voir, rien entendre et l'interne me dit, «Tout s'est bien passé madame, il y a juste un petit point sur le col de votre utérus». Je dis: «Quoi? On a encore touché?» Et puis tout s'est bien passé, il y a juste un point, tu mhm, sais? Et ça a été extrêmement blessant finalement de dire: «Attends, encore en fait, il y avait quelque chose». Alors que c'est peut-être pas forcément en rapport avec moi, mais ça a été mhm, vraiment ouais, un travail de guérison profonde, en fait, de oui, mon corps est assez. Mais ça relève de la blessure profonde qui était à l'intérieur de moi, de je suis assez dans mhm. tous les domaines de ma vie, dont la maternité. Et quand je suis arrivée à l'accouchement de ma dernière, j'avais peur de ce périnée. Combien de fois j'ai demandé aux sages-femmes: «Vous voulez pas vérifier s'il vous plaît que mon périnée il est pas trop petit en fait?» parce qu'on me l'a dit, elle était paniquée donc et puis l'autre il m'a fait un point sur le col donc je suis peut-être pas normale en fait et à chaque fois mes sages-femmes me disaient: «Mais non, on n'a pas besoin d'aller voir ton périnée. Tu as toute la force en toi pour le faire» et elles m'ont tu vois, je le dis, j'ai des frissons. Et en fait, je les remercie tellement mes sages-femmes de Grande B parce qu'elles ont été extraordinaires dans ce parcours. Annie Pilon, c'est le nom qui me vient tout de suite. Elles m'ont fait confiance sur la tension artérielle, elles m'ont fait confiance sur le périnée. Mon périnée, il va très bien, mon périnée, il est normal en fait, si on lui avait fait confiance et surtout si je m'étais fait confiance, il y aurait peut-être pas eu cette épisiotomie. Mais c'est ça, en fait, j'ai envie de dire. Moi, je vois dans ton récit, là, toute l'histoire des femmes dans la société, en fait. C'est que la reprise de pouvoir, ou plutôt le vol de notre pouvoir, c'est fait parce qu'on n'a pas arrêté d'écraser la confiance en nous. Euh, moi, toutes mes peurs, c'était la même chose, jusqu'à ce que je lise. Alors, moi, j'ai eu plus de chance parce que j'ai une amie qui m'a recommandé de lire Une naissance heureuse avant mon premier accouchement. Mmh. Après l'avoir lu, j'ai fait OK, finalement, je n'irai pas à l'hôpital, puis je vais essayer sans péridurale. Parce qu'en fait, j'ai lu toutes les conséquences négatives qu'il pouvait y avoir, notamment pour la péridurale, les problèmes de dos. Et moi, j'étais déjà très sensible du dos. Donc, je me suis dit OK, non, j'ai pas envie de recommencer là-dedans. Et en fait, c'est toute cette prise de pouvoir, le fait quand, sur notre corps, en fait, le fait qu'on n'ait même pas voix au chapitre alors que c'est notre corps, comme si c'était normal qu'on aille jouer dans tes parties intimes. Je veux dire, on fait ça aux hommes, ils vont pas l'entendre. Mais nous, les femmes, on est comme habitués. Ah oui, c'est le médecin qui l'a dit. Ah oui, c'est le prêtre qui l'a dit. Ah oui, c'est le professeur qui l'a dit. Tu sais. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis moi, où je vois le lien aussi avec cet empuissancement au niveau en fait, de sa magie, puis de au niveau de sa profession, c'est dans le poème, elle parle d'estime de soi. Moi, je sais, quand je l'ai lu, j'ai eu des frissons parce que ce que l'accouchement m'a apporté, c'est ça, c'est de nouveau de faire de nouveau rayonner l'estime de moi. Et ce que toi, tu offres à travers ta magie, c'est ça aussi. C'est de nous dire, les filles, vous êtes capables de briller, vous avez tout ce qu'il faut en vous pour un, laisser s'exprimer votre magie, et deux, la mettre au service des autres, en fait. Donc, je vois vraiment un parallèle, je trouve ça super intéressant, ce parallèle, en fait, entre
ton vécu et mon vécu de la maternité et la suite de nos vies, en fait. Et en fait, j'irais même jusqu'à, une fois qu'on a passé ce cycle de vie de la maternité et qu'on dit: «OK, c'est terminé. Voilà, moi j'en aurai 2, j'arrête là». Mais la contraception, mesdames, pourquoi ça repose sur nous, en fait, sur nos épaules? C pour moi, c'est en fait, c'est parce que tu le dis, tu as nommé les hommes. J'ai avorté 2 fois dans ma vie et le dernier, en fait, on a fait le choix de dire: «OK, nous, on arrête la famille». C'était il y a juste 1 an. Et donc, quand on est allé, j'ai dit à mon mari: «Mais tu viens avec moi, en fait. C'est une affaire à 2, je ne suis pas Mmh. responsable». Et donc, on a vraiment fait ce cheminement ensemble et ça a été Mmh. vraiment, très fort pour nous 2. Mais on s'est retrouvés à un système. Alors pour le coup, on n'était qu'avec des femmes. Mais madame, vous ne prenez pas la pilule? Alors, on va parler contraception. Est-ce qu'on pourrait parler de vasectomie, en fait, s'il vous plaît, puisque la famille est terminée? Donc, en fait, c'était comme lunaire que je même jusqu'au jour de l'avortement, on m'a dit: «Madame, vous êtes sûre qu'on ne vous pose pas un stérilet?» J'ai dit: «J'en suis certaine, vous allez reparler de la vasectomie, s'il vous plaît», en fait, parce que tu vois? Et en fait, je trouve que ce poids sociétal qu'on a sur les épaules, la fertilité, c'est forcément une affaire de femme. Combien de piqûres elles vont quand elles font en fécondation in vitro. Mmh. Maris qui viennent pas ou qui restent dans la voiture, en fait, parce que, bah, tu comprends, il faut bosser. Moi, je suis comme: «Mais attendez, on est en train de créer un être vivant». Quand j'avais visité les laboratoires d'une clinique de fertilité à Montréal, les embryologistes prennent le spermatozoïde, le rentrent dans l'ovule. Il y avait Shakira qui passait à la radio et moi, j'étais là: «OK, on envoie de l'amour, là, on est en train de fabriquer un être humain, en fait», tu vois? Et l'embryologiste m'a regardée, mais comme une folle, en fait. Je lui dis: «Non, mais il y a un moment donné, est-ce qu'on peut juste remettre un peu de la conscience? C'est pas juste une affaire de femme, il y a un spermatozoïde» et donc la contraception, c'est pareil. Et aujourd'hui, quand on emploie le terme sorcière, en fait, historiquement, c'est aussi valable pour les femmes que pour les hommes. Mais ces hommes aussi, ils ont une magie à l'intérieur d'eux et à eux aussi, on leur vole leur pouvoir quand ils sont dans leur paternité, parce qu'ils sont comme ça, c'est pas leur corps, ils sont déboussolés, en fait, de voir leur femme en souffrance, dans la douleur et cetera. Et en fait, il y a toute une reprise de pouvoir, mais générale, qui est nécessaire et c'est dans toutes les sphères. La maternité, la contraception est bien Mmh. au-delà finalement de ce chapitre de vie, en fait. C'était en France que tu as vécu ça ou au Québec? Alors, j'ai vécu un avortement au Québec et un avortement en Parce que France, donc ici, j'ai l'impression que les couples sont beaucoup plus ouverts à la vasectomie qu'en mmh, France. oui, complètement. Ça, je te le confirme. Ou alors c'est très caché en France. Très caché, OK. ça se dit pas et à chaque fois que je pose la question, on me dit: «Ça se fait de plus en plus». Donc ça, c'est ce que je vois en France. Par contre, tu vois, sur, le système patriarcal, moi, on m'a fait attendre les 3 mois, en fait, j la veille de mes 12 semaines pour arriver à l'opération de l'avortement, en France. Alors qu'au Québec, en 1 semaine, c'était réglé. Donc mais parce qu'on était 2, parce qu'il fallait bien réfléchir quand même, un petit troisième. Enfin, et en fait, tu te rends compte que, c'est encore une fois, c'est est-ce qu'on peut juste accueillir l'émotion? C'est pas une gaieté de cœur d'aller se faire avorter, Non. surtout quand on a eu ce chemin-là, donc mais si on est là, c'est qu'on a pris une décision et en même temps, ils font leur job de vérifier que, voilà, tout est-ce que c'est vraiment une bonne décision? Mais Ouais. tu fais pas attendre 3 mois. Ça par contre, j'ai encore de la colère là-dessus. Ouais, ouais, non, je comprends, je comprends. Puisque tu parles des hommes, alors je sais que, je ne sais pas si c'est encore en cours, mais récemment, tu avais sorti un programme qui s'appelait la parentalité chamanique. Alors, Oui, est-ce il que est tu tout peux nous en parler? Parce pareil. que je suis curieuse. Ouais. Et ben, en fait, c'est un programme extraordinaire. C'est un programme, qui est autant valable pour les mamans sorcières que les papas magiciens. C'est un programme où je me suis éclatée. C'est aussi simple que ça, mais parce que finalement, c'est aussi le reflet de tout ce parcours. De dire: «OK, mais j'ai découvert la sorcière qui est à l'intérieur de moi grâce à la maternité». C'est comme si je m'étais réveillée, tu sais, j'adore ce livre de Raphaël Giordano, «Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une». Mais ce Mmh. livre, il est extraordinaire et donc tout cet éveil à la spiritualité et au chamanisme qui me nourrit tant, bah oui, ça fait partie de mon héritage et la façon dont j'ai envie de le transmettre à mes enfants. Cependant, je ne veux pas l'imposer. Parce que, alors, mon mari est juif, je suis sorcière bien assumée, elles sont françaises et québécoises. Tu vois, dans le genre, l'identité et comment je tisse, et mon papa est ingénieur. Enfin, tu vois, donc je veux leur laisser la liberté d'être bien avec leur propre identité. Par contre, moi, c'est sûr que c'est important pour moi de la retransmettre
et après, elles en font ce qu'elles veulent. Mhm. Aujourd'hui, je n'ai pas encore des adolescentes. Donc, on verra, tu vois, comment se passera l'adolescence. Est-ce que ça va se rebeller? Est-ce qu'au contraire, ça va être à fond? Je ne sais pas. Mais ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que j'ai nourri mes enfants avec ça. On avait un tipi au Québec chez nous. J'adorais mon tipi. Ça manque profondément à nos vies encore aujourd'hui. Ma grande m'en parle très, très souvent. Et quand on a construit ce tipi, il y avait 5 hommes, 5 femmes. Ça a été toute une cérémonie. Ça a pris une journée, hein, cette histoire. Et le premier cercle, mon mari me disait, non, mais ça sera... moi, tiens-toi bien, je ferai jamais de cercle d'hommes là-dedans. C'est tes trucs, je te le construis, tu vois. Premier cercle dans le tipi, évidemment, c'était un cercle d'hommes. Donc, quand je fais le deuxième cercle, cercle de femmes, ma grande qui avait donc 4-5 ans à l'époque, ouais, 5-6 ans, elle me dit, ma maman, moi je viens ce soir, hein, dans le cercle. Je dis, ma fille, tu pourras pas venir, et c'est 9 h du soir. Puis bah, c'est un cercle de femmes, donc tu n'as pas encore tes lunes. Oh là là, ça part, ça bougonne et tout. Et elle revient me voir. Et il y avait mon amie Angie des Ribozo d'ailleurs, de Collectif Ribozo, qui était là. Et elle me dit, maman, j'ai un truc à te dire. Je dis, oui, qu'est-ce qu'il y avait? Je crois que j'ai du sang dans ma culotte, je vais pouvoir venir au cercle. Elle avait 5 ans. Et en fait, je trouve ça extraordinaire comme anecdote parce que j'ai 2 enfants qui ont hâte d'avoir leur lune, qui ont hâte de découvrir leur pouvoir de femme, qui adorent le tipi, qui adorent faire des feux sacrés. Hier, on était l'équinoxe d'automne, et ben on a célébré l'automne. Et en fait, ça fait partie de cette parentalité que j'ai envie de construire avec elle. Là, la plus grande veut apprendre à voyager avec ses alliés. Donc là, tu vois, ouf, j'apprivoise. Comment je vais le faire? Mais j'ai attendu qu'elle me le demande. Mhm. Elle est porteuse de tambour parce que dans les rêves, en fait, par la médecine des rêves, c'est venu à moi tel animal, etc. Pour ses 7 ans. Elle l'a eu. La deuxième, évidemment, veut son tambour. Et bien, elle attendra 7 ans. Sauf que ce qu'elle ne sait pas encore, c'est que j'ai déjà reçu des cadeaux pour elle, mais on m'a dit d'attendre ses 13 ans. Donc, le jour de leurs 13 ans, ben, en fait, je leur ai promis à chacune, moi, je veux leur offrir pour leur première lune un voyage avec maman dans une terre vibratoire et qu'on aille justement bah, célébrer ce pouvoir de femme. Donc, tu vois, cette parentalité chamanique, elle est celle que j'aurais aimé avoir, on va se le dire, hein, clairement. Euh, mais c'est surtout une parentalité dans laquelle j'ai tellement de joie, qui met un sens en fait. De dire, oui, hier, j'ai retourné ma maison, je veux créer de l'espace, c'est l'équinoxe, c'était lourd les énergies. Et ben, je les ai mises à contribution, hein. J'ai dit, les filles, on refait tous les placards, on crée, là, on prend soin, tu vois, j'avais de la graisse d'ours pour les tambours, pour les hochets. Elles adorent, elles tripent en fait là-dedans. Et en fait, dans ce programme de la parentalité chamanique, ben, je transmets pour les parents de 0 à 9 ans comment j'ai, pour l'instant, en tout cas, fait à ma sauce, sans l'imposer, et en même temps que mes enfants se sentent libres dans leur spiritualité. C'est beau, ça fait. Écoute, c'est drôle, hein. Moi, j'adore les synchronicités. Ça fait écho au dernier article que j'ai écrit sur la transmission, justement. Et en fait, c'est parti d'un atelier d'écriture que j'avais fait à la bibliothèque. Je sais pas pourquoi. Je suis partie dans un souvenir d'enfance où je jouais dans le jardin de ma grand-mère. Et puis, j'en suis revenue à mon sujet de prédilection, la maternité, ce qui n'était pas du tout. Enfin, c'était inconscient, si tu veux. Et en fait, je me suis rendu compte, ben, le fait d'être dehors, dans la nature, c'est quelque chose que je veux transmettre à mes filles parce que moi, ça me nourrit depuis toute petite et je trouve ça important. Mais je me rends compte que la grande, c'est moins son truc. La petite, oui. La petite, elle veut toujours s'occuper du potager, cueillir des fleurs, elle veut m'aider, tu vois, elle aime ça, tu sais. C'est le genre d'enfant qui va mettre 1 heure à aller à la garderie parce qu'elle s'arrête sur chaque fleur papillon qu'elle voit. La grande, elle est plus à jouer à l'intérieur, à faire ses trucs. Puis ça m'a longtemps confrontée jusqu'à ce que je me suis dit, ben, c'est ça. Je suis arrivée au même constat que toi. Moi, je peux que transmettre, puis elles prennent ce qu'elles veulent, mais elles savent au moins que ça existe. Puis peut-être que ma grande, ben, elle va s'en rendre compte quand elle va avoir 30 ans. C'est correct, c'est son chemin. Moi, évidemment, je voudrais qu'elle le découvre le plus tôt possible parce qu'il y a des. En fait, c'est qu'on veut pas, on veut éviter à nos enfants de faire les erreurs qu'on a faites en oubliant que ces erreurs-là, c'est elles qui nous ont fait grandir. Donc, je me dis, bon, je laisse entre leurs mains. Euh, donc, je trouve ça beau. Et moi aussi, je gardais pendant longtemps, en fait, j'ai gardé la spiritualité pour moi, même si, je veux dire, c'est affiché, hein, j'ai un hôtel dans la maison, elles savent que je pars pour des retraites, etc. Mais elles veulent, parce que je me rappelle quand on est arrivé dans cette maison-ci,
je voulais absolument faire une espèce de petite cérémonie, de rituel, de bénédiction. Donc, j'avais demandé à ma mentor, Monica, qui était la dernière invitée de ma série. Et elle est plus dans les fées. Je me suis dit, oh, ça, les fées, ça va parler à mes filles, tu vois. Donc, je me rappelle, on avait fait le tour de la maison, mais même la petite, hein, non, la petite, c'était bébé. Quand on est arrivé, non, elle était bébé. Je l'ai fait avec la grande, mais on avait vraiment fait tout le tour de la maison, le jardin, tout ça. Puis, parce qu'il croit, à cet âge-là, il croit à la magie. Donc, c'est super. Et puis Estelle, elle sent l'énergie du lieu. Je me rappelle, elle a déjà fait un câlin à la maison, tu vois. Il y a quelque chose. Et l'été passé, pas cet été, celui d'avant, on était au Saguenay, non, pardon, au lac Saint-Jean. Et on avait loué un petit chalet dans le bois. Euh, et je me rappelle, les propriétaires, ils étaient aussi beaucoup dans les enseignements autochtones. Et ils m'ont dit, ah, c'est bientôt la pleine lune. On va faire un cercle, une femme qui va faire un cercle de lune et tout ça. Et moi, j'étais comme, ah, moi, il faut que j'y aille, moi, il faut que j'y aille et tout. Et ma grande, elle voulait absolument venir. Alors, même chose que toi, je suis comme, ben là, c'est à 9 h du soir et tout ça. Elle avait 7 ans. Je me suis dit, bon, écoute, on est en vacances, si est-ce que je tard, c'est pas grave. En plus, c'était littéralement il y en a qui venaient en voiture, mais nous, c'était vraiment derrière notre chalet, tu sais. Donc, on y est allé et en fait, j'ai adoré parce que j'avais peur en fait qu'elle me dérange, qu'elle pose des questions. Non, elle était complètement en observation. Elle était même timide, elle qui est d'abord très sociale. Elle voulait vraiment filer le truc, en fait, voir ce qui se passait et tout. Elle a même pas voulu prendre le cacao sacré, tu vois. Elle était comme, ah, non, pas sûre. Tu sais, il y avait une espèce de, où est-ce que je suis? Tu sais, et à la fin, elle s'est endormie dans mes bras au moment où on a vu le lever de lune, tu vois. Donc, c'était juste magique. Donc, moi aussi, maintenant, je reste ouverte. Tu vois, là, on voit en arrière ma Luna. Elle capote, elle veut toujours en jouer dès qu'elle la voit, tu vois. Donc, je me dis, bon. Puis, nous a invités cet été quand tu es venue à un pique-nique de sorcières et j'ai hésité à venir avec elle, en fait. Et finalement, c'est trop contente parce que la grande, elle est toujours, mais maman, c'est quoi mon pouvoir? C'est quoi ma magie, tu sais? On inspire par l'exemple et en fait de montrer justement nos larmes et nos doutes et se poser les mêmes questions qu'elle, c'est extraordinaire. Et tu sais, j'ai souvent dit, l'élève dépasse le maître. C'est une Mm, expression, n'est-ce pas, hein, je précise. Mais en fait, alors, quand je suis arrivée en France, ça a été compliqué énergétiquement en fait. Pour moi, j'étais dans une terre qui ne me convenait pas. Et j'étais clouée au lit. Mais clouée au lit, mais tu sais, cette incapacité de bouger, de me lever, les filles viennent me voir et je leur dis, écoutez, ce soir, c'est papa qui gère. Maman, elle peut pas se lever. J'attendais le lendemain une thérapeute, en fait, un soin par visio pour pouvoir m'aider à revenir, en fait, tout simplement. Et puis, alors, ma grande, elle a son tambour, mais il est resté longtemps dans le placard. Très, très intimidée par son tambour. Mais comme nous, quand nous, on reçoit nos tambours, moi, il est resté longtemps dans le placard. bah, elle, la Luna, là, ça fait. Je pense que c'est hier pour l'équinoxe. J'étais seule à la maison. C'est la première fois que j'en ai vraiment joué pleinement de façon complètement intuitive. Et C'est voilà, plus mes filles, en fait, qui osent que moi. et en fait, c'est là où elle nous montre le chemin. Mm. Et ce soir-là, donc Anna ne sort jamais son tambour. Elle me dit, écoute, maman, je peux aller chercher mon tambour et essayer un truc. Je dis, oui, oui, mais tu sais, je l'ai vraiment pas prise au sérieux ce jour-là. Mm. Et j'avais Gabrielle qui suivait, tu vois, qui était plus petite. Et en fait, elle va chercher son tambour et intuitivement, elle se met à jouer du tambour des pieds à la tête, de la tête aux pieds. Et moi, alors, j'ai donc cet écran de cinéma, je vois, j'entends, je ressens. Et donc, je vois un serpent noir sortir de mon ventre. Je le chope, je le mets dans le feu. Je dis, Anna, est-ce que ça va? Parce que tu viens de me faire une extraction chamanique. Enfin, tu vois, c'est quand même tu vois, moi, les premières extractions, j'ai eu peur en fait quand j'ai mis 3 mois à me remettre de ma première extraction chamanique. J'ai dit, Anna, est-ce que ça va? Elle me fait, oui, ça va. Je vais aller à la douche. J'ai besoin d'eau. Je dis, bah oui, c'est exactement ce qu'il faut faire, tu vois. Et en fait, intuitivement, elle Mm. avait cette sagesse à l'intérieur d'elle. Elle est chamane. Et en fait, évidemment, j'ai pu me relever derrière et faire la soirée avec eux. Et tu vois, et c'est là où je me suis dit, ok, Laurence, en fait, tes enfants là, apprends. Mm. Apprends, c'est elles tes guides et c'est elles qui vont justement développer ta propre identité de sorcière parce que tu veux faire les choses autrement, mais elles vont être encore meilleures que toi. Et c'est ça que je leur souhaite le plus au fond de mon cœur. Elles ont deux énergies complètement différentes, mais deux énergies de sorcière incroyables. Et c'est ça qui m'inspire, cette parentalité chamanique. Euh, Mon conjoint m'a souvent dit, non mais t'en as fait des mini-sorcières. Et à chaque fois, je réponds, je n'ai rien fait. J'ai inspiré. J'ai Mhm. montré une voie
et elles ont pris la voie qu'elles voulaient prendre, en fait. Et ça veut pas dire que, tu vois, elle a mis un coup de crayon sur sa pochette de tambour, qui valait une fortune, donc et je peux te dire que la mère, à l'intérieur de moi, était en crise totale qu'elle ait mis Mmh. un coup de crayon et en fait, elle m'a dit: «Non, je sentais pas énergétiquement, il fallait remettre les choses à leur place, c'est mon sac de tambour». OK. Waouh. Et donc en fait, j'ai fait: «D'accord, bah, donc accepte Laurence, en fait, il y a un coup de crayon, le sac vaut 1 000 mais accepte, en fait, parce qu'elle est dans son pouvoir». Mmh. Hier, je leur offre des super belles affiches artistiques pour leur temple de déesse. J'adore, en fait, leur dire: «Voilà, dans votre chambre, il y a un coin, tu sais où c'est ton coin. Hem, il y a ta fée, il y a ton truc, il y a tes alliés», tu vois? Enfin, tu vois? Et elles se sont chacune créé 2 univers complètement différents. Une très animaux, très chamanique et l'autre très, prêtresse, temple, Mmh. vraiment 2 univers. Et donc je leur offre chacune leur affiche et donc bah, la deuxième, l'affiche, tu sais, bonne élève, au-dessus de son temple de déesse, 5 ans. Celle de 9 ans, elle me dit: «En fait, moi, elle m'inspire, mais elle va aller, sous mon lit». Je dis: «Ah oui?» Elle me dit: «Oui, je l'entends dans l'oreillette». Je fais: «Attends, mais c'est un terme que je dis très Tu souvent». utilises? Mais en fait, il faut savoir que ce que j'utilise avec mes clientes, je ne l'utilise pas forcément dans ma vie personnelle avec mes enfants parce que mais peut-être que je l'ai dit et que je me rends même pas compte que je l'ai dit. Et elle me dit: «J'entends dans l'oreillette que je dois la mettre sous mon lit parce qu'elle va m'aider, dans ma médecine des rêves». Je te jure et donc ce matin, je vais la voir, je dis: «Alors, la fiche?» Elle me dit: «Ah ouais, c'était génial». «OK, non, tu as pas besoin d'en savoir plus». «OK». Et en fait, tu vois, tout ça, bah, pour moi, c'est un cadeau, tu vois, d'être devenue mère, de transmettre cette parentalité chamanique. Oui, j'ai hâte à leur première lune et de les célébrer, mais parce que pourquoi? Parce que je n'ai pas été célébrée, que ça a été un Mmh. traumatisme pour moi. J'ai fêté à 36 ans mes premières règles et ça, j'adore le dire parce que j'avais besoin de réparer, en fait, justement ce traumatisme-là. Donc j'ai invité des super amis, ma sœur, ma nièce, il y avait des enfants, tu vois? Et en fait, c'était pas séparé, c'est pas les mamans d'un côté et les Mmh. enfants de l'autre. Mmh. Les filles, elles m'ont vue célébrer mes premières lunes, elles ont adoré. Et dernièrement, j'ai ma dernière qui me dit: «Moi maman, ma fête pour mes premières lunes, je voudrais ça, ça, ça». Je fais: «Parfait, je prends des notes». Mais c'est Et vrai, ils ont ce désir. Moi je suis dans mes lunes, là, c'est la fin. Mais ma petite, à chaque fois, elle me dit: «Maman, t'as du sang, je peux voir le sang!» Puis elle capote, quoi. Et moi, je lui ai enseigné à donner le sang aux plantes, tu sais, mais il y a vraiment cette curiosité. Puis tantôt, quand tu parlais tu sais, d'artistique avec elle et tout ça, mais c'est encore la 10e heure de clan. J'ai pas eu le temps de relire le poème, mais j'ai reparcouru vite, vite, je veux dire, le conte. Mais dans l'histoire, elle veut être mère et en fait, parce qu'elle est très seule et parce que quand on en revient à la sororité, ce que son chemin de vie lui enseigne, c'est qu'elle a besoin des autres pour créer. Et en fait, en ayant des neveux et des nièces, comme je ne l'ai pas relu jusqu'au bout, je ne sais pas si elle devient mère, mais en ayant des neveux et des nièces, donc des enfants, c'est eux qui la guident. Ils lui montrent le chemin de créer, parce que eux, ils sont là-dedans à 200% en fait. Moi, mes filles, tu vois, moi, je suis pourrie en dessin, mais mes filles, elles sont tout le temps en train de dessiner, en train de créer. La grande, elle écrit des livres, pour moi qui ai du mal à sortir le mien, c'est comme, bon, comme tu dis, l'élève dépasse le matin, elle en a déjà écrit 3. Bon, ils font 10 pages. Mais elle ose. Tu sais, moi, ça m'a pris du temps avant d'écrire, mais tu sais, d'oser dire, OK, j'ai écrit quelque chose, puis je vais le montrer au monde, quoi. C'est. c'est des guides, c'est des Mm, guides et tu sais, cette école chamanique que j'ai créée, donc il y a 3 ans, 4 ans maintenant, hem, au début, j'ai: «Ah oui, mais quand même, la sorcière blanche, tu vois, je peux pas vraiment faire ça» et cetera. Et en fait, c'est tellement devenu clair comme de l'eau de rose et je crée la scène pour que mhm, mes enfants puissent se sentir libres d'être sur scène. J'ai aucune idée si elles reprendront cette école chamanique, mais elles auront la possibilité de le faire. Et mhm, pour moi, en fait, quand j'ai vu que j'étais sur scène avec mon mari et mes enfants à transmettre, tu vois, Eya Mayo, pourquoi ce chant des Lakota est devenu un emblème? C'est parce que c'est le chant, en fait, qui t'invite à transmettre. C'est le chant qui révèle la joie du moment présent. Et mhm, en fait, j'aime beaucoup ce chant pour justement, OK, on est là, on est ensemble, on tisse ce lien dans le visible et dans l'invisible, parfois sur Zoom, parfois en présentiel, mais on est là dans la joie en fait d'être de nouveau réunis ensemble. mhm, Et ça, pour moi, c'est
Tu vois, je dis tout le temps, c'est pas un job. Mon métier, il n'existe pas. Je rentre dans aucune case, tu sais, à l'URSSAF, dans Mhm, les entrepreneurs. Mais femme médecine, c'est justement ce terme-là et c'est tes différentes cordes à ton arc. mhm, Tu n'as pas besoin d'être naturopathe, chamane. Non, je suis mhm, femme médecine avec ce que j'ai tissé au fur et à mesure de mon chemin, de mes pays, de mes cultures. Et je transmets en fait la sagesse du chemin parcouru. Mine de rien, on est là ensemble et je suis pile à 38 ans et demi. Je trouve ça assez symbolique qu'on soit ensemble à cette date-là parce que je rentre dans ma porte du Nord. Et dans mhm, la route médecine, qui est une philosophie de vie, un outil des autochtones qui est extrêmement puissant pour se relier à sa saisonnalité intérieure et extérieure, en fait, dans cette 39e année que je suis en train de parcourir, à la moitié, donc aux 6 mois, 38 ans et demi, tu rentres pile poil dans ta porte du Nord. Et la porte du Nord, c'est la porte des lignées, c'est la porte des mhm. ancêtres, c'est la médecine du détachement. Et c'est ta sagesse, en fait, d'aller vraiment embrasser ta sagesse intérieure et de la retransmettre. Donc je trouve que c'est très approprié qu'on se voit J'ai le sens du avec la timing. twisteuse pour ce mois-là. Ouais, exactement. Bah, écoute, Laurence, merci beaucoup. Je pense que on a fait le tour, à moins que tu aies une chose à ajouter Qu'est-ce que j'ajouterais? au bout de la fin. Tu sais quoi, ce qui me monte, c'est si tu le permets, je terminerai avec le chant des Lakota. Alors voilà, on va conclure avec ce chant. Justement, je vais vous inviter à fermer les yeux, à ressentir ce fil argenté de la sororité, la toile d'araignée dont on a parlé, et juste voilà, d'écouter qu'est-ce que ça retranscrit à l'intérieur de vous, ces sons, ces paroles, simplement se vous connecter à votre corps. Voilà, tu prends appui avec tes pieds, avec tes esquillons peut-être si tu es assise, et tu connectes à ta respiration. Voilà, tranquillement, tu es en train de te déposer. Avec tout ce qu'on a pu se dire là, en fait, tu reviens à toi. Et puis, je vais t'inviter à ouvrir une porte au niveau de ton cœur. Et je vois déjà ce fil argenté. Donc, je vais t'inviter à le visualiser, ce fil argenté. J'entends même dans l'oreillette. Tu vas tirer sur le fil argenté. Simplement, tu avances de quelques mètres et tu vas venir nous rejoindre sous les étoiles. Voilà, c'est un beau cercle sous les étoiles. Prends le temps dont tu as besoin et peut-être que même avec le chant, ça va te permettre d'arriver au cercle. E yamayo wana hene yo 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 Wana hene yo, hey yama yo, wana hene yo, hey yama yo, wana hene yo, wahi ya ya na, hey ho ho wahi, hey hey hene yo. Wahi, wahi,
vois bras dessous et le cercle est en train de se former. Et j'entends ce deuxième chant. Alors, si tu permets, je vais juste Mhm. enchaîner avec ce chant-là. Est-ce que tu es d'accord? Ouais. Ok. Je suis femme et fière, fille de la terre. Je suis femme et fière, fille de la terre. Je suis femme et fière, fille de la terre. Je suis femme et fière, fille de la terre. Fille d'eau comme la rivière, fille d'air, porteuse de mystère. Fille de feu, ivre de lumière, fière, fille de la terre. Fière fille de la terre, je suis homme et fier, fils de la terre. Je suis homme et fier, fils de la terre. Je suis homme et fier, fils de la terre. Je suis homme et fier, fils de la terre. Fils d'eau comme la rivière, fils d'air, porteur de mystère, fils de feu, ivre de lumière, fière fille de la terre, fière fille de la terre. I'm a proud woman, daughter of the earth. 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 Fille d'eau comme la rivière, fille d'air, porteuse de mystère, fille de feu, ivre de lumière, fière fille de la terre. Terre, fille de la terre. Alors, je t'invite juste à mettre voilà, cette bûche dans le feu qui est là, dans le cercle. En fait, si tu as envie, il y a un gros tas de bois. Viens juste mettre ta bûche à toi. Et ensuite de ça, je te vois repartir en dansant. Chacune va repartir avec son fil argenté. Voilà, et se ramener dans son corps physique, tout simplement. Et de refermer la porte de son cœur, revenir dans ses sens, dans son corps. Et quand ce sera juste pour toi, tu viendras ouvrir les yeux et te célébrer dans cette toile d'araignée des 13 mères de clan. Waouh! J'avais vraiment l'impression qu'on était comme des gamines qui font la ronde. C'est vraiment, mais c'est vraiment à ça qu'il faut revenir. Puis tu vois, ça me fait penser à la dernière chose en fait la 10e ère, c'est vraiment la muse, la créatrice, tu sais. Puis je sais que t'as enfin révélé l'artiste en toi. Là, hier ou avant-hier, j'ai vu où tu jouais du piano. J'étais comme waouh, elle en joue bien. Et moi c'est quelque chose, c'est un rêve que j'ai toujours voulu. À toi, j'en ai un, mais j'y touche pas. Mais le chant, la musique, tu sais, tout ce qui est créatif, moi, ça m'a toujours allumé. Et plus ça va, plus j'ai envie de l'amener dans mes cercles, dans ma médecine, parce que ça fait, comme on disait au début, ça fait partie de mon identité. Tu vois, Mm. c'est pas, j'ai plus envie de le séparer du reste, quoi. J'ai envie c'est ça, de le tisser avec ce que j'offre aussi. Parce que je sais que dans ce que tu offres, par exemple, les musiques que tu nous mets pour revenir dans le corps, pour délier, moi, ça m'a libéré des tas de choses. Je veux dire, ma reprise de pouvoir s'est faite aussi par le chant, la danse. Et je me suis remis à chanter dans ma douche et on se sent puissant. Et je pense que c'est précieux. Et tu vois, par rapport aux premières fois où tu chantais, là, c'est beaucoup plus affirmé, assuré qu'au début. Là, au début, c'était presque chuchoté. Et puis là, on sent que t'es comme, yeah, I own it! Alors, en fait, bon, l'histoire raconte que j'ai commencé à 10 ans le piano et je me suis arrêtée à la mort de ma mère. J'ai été figée, je ne pouvais plus jouer. Donc l'artiste, elle s'est éteinte avec la mort de ma maman. J'ai toujours fait de la peinture, des dessins, mais j'étais pas assez. Ma sœur compose, ma sœur fait de la peinture artistique incroyable, puis elle le sait que je l'aime d'amour. Ouais, c'est comme, non mais moi j'ai pas fait des cours au conservatoire, j'ai une de mes meilleures amies est une grande violoncelliste, enfin, tu vois, c'est comme, en fait, cette comparaison, on revient à ce sujet-là, mais ça met du temps pour que je prenne mon tambour, que je chante. Mais les premiers chants, les premiers voyages chamaniques où je chante, j'ose à peine chanter.
de peur que ma voix soit fausse, de peur qu'on me dise ah oui mais c'est le chant de une telle, mais en fait les chants c'est des chants universels, des chants sacrés qui doivent être partagés justement pour aller révéler les sorcières, il faut chanter. Et tu vois, on enregistre le jour où j'ai ce matin déposé mon piano chez le réparateur parce que les pédales ne marchent plus. Et moi, j'adore en fait ce genre de synchronicité parce que le reel que tu as vu où je joue du piano, c'était en 2021. Donc j'avais Ok. repris des cours, et j'aime ça, j'aime vraiment ça. J'ai été voir Alexandra Strelitzky en concert, Ludovico Einaudi fait partie de mon répertoire. Mais depuis que je suis rentrée en France, je n'ai pas touché au piano. Et en Hmm. fait, j'ai dit ça, c'est terminé. Moi, le piano fait partie de ma vie. Le tambour, le hocher, les chants, les dessins, la peinture. En fait, je suis une artiste. Arrête de te cacher. Voilà. Et donc, il est parti pour réparer les pédales. Et cet automne, on remet de l'harmonie dans cette vie artistique. Hi! Ah, ben écoute, Hmm. ben c'est génial. Merci beaucoup. Je, ouais, je vous invite toutes à remettre un peu de magie et d'artistique dans votre vie parce que ça nous drive vraiment, vraiment, vraiment. Donc Mais merci. merci à toi, Anne. Merci de tisser à travers ces 13 mers, de faire connaître hein, cette magnifique voix initiatique. Et merci d'avoir cette médecine de l'aigle. Alors voilà ce qui conclut notre entrevue avec la 10e mère et je vous donne rendez-vous au mois de novembre, donc le 2 novembre, avec la 11e mère de clan, la femme qui marche dans sa grandeur. Bonne journée à toutes.